Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue, oui, amis Doggies dans mon salon pour cette nouvelle série de vidéos qui va bien entendu analyser la saison 3 de Dans une galaxie près de chez vous. Et je réitère ici ma petite précision, je ne suis pas ici pour discréditer l'œuvre de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault, et je ne suis pas ici non plus en quête de vérité avec vous les Doggies, car nous le savons, les deux seules personnes qui ont la vérité, ce sont eux. Je suis ici avec vous les Doggies pour m'amuser à décortiquer cette merveilleuse série qui est Dans une galaxie près de chez vous. Et oui, bon, on commence cette série de 3 vidéos avec les incohérences. Et je vous rappelle que, bon, c'est souvent de l'interprétation personnelle. Tout ceci étant précisé maintenant, oui, on va pouvoir plonger ensemble dans l'univers télévisuel de Dans une galaxie près de chez vous et les incohérences de la saison 3. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Saison 3, épisode 1, les mages. On commence avec une incohérence spatio-temporelle. On a des... Un instant! Serge, descendez immédiatement! Et c'est quoi ces manières? On ne salue plus son supérieur. Soyons chiens! Oui, ok. Oui, c'est bon. C'est correct, là? Ben, repos. Au début de l'épisode, on voit Serge dans le poste de combat aux manettes du canon, alors qu'ici, on voit Serge arriver par la gauche, alors qu'il aurait clairement dû descendre de l'échelle du poste de combat. Et ça arrive. Bon, je sais que dans tout l'univers, les éléments du tableau périodique devraient se retrouver un peu partout, certes. Mais tu sais, des fois, t'es pas obligé d'utiliser la même technologie que nous, là. Petrolia, le rapport des pertes ennemies? On a détruit 3 raffineries, 667 km de chemin de fer, 2 centrales nucléaires, 5 centrales hydroélectriques. Excellent! Pourrait-on m'expliquer pourquoi les Barzo ont aussi la technologie nucléaire, s'ils sont autant rattachés à la nature qu'ils le disent? À moins qu'ils aient réussi à maîtriser la fusion nucléaire. Ça se peut. La mégalomanie peut parfois mener certaines personnes jusqu'à la folie. Mais tu sais, à un moment donné, là... OK. On lâche la bombe. Dégressé! Mais vous êtes malade! La bombe T laisse les bâtiments intacts, mais tue tout ce qui vit! Brad veut lancer la bombe T, celle qui tue tout ce qui vit. Mais tu sais, ça va tuer tous les animaux de la planète aussi, là. Tout ce qui vit. Ça va comme être une belle planète morte. Gros con. Ouais. Saison 3, épisode 2, Spit Barichny Fire. Pourquoi on ne voit pas la peur de Bob? Il n'y en a pas de peur, il n'y en a pas de crotte sur le cœur, Bob? Je pense que oui. Capitaine! Valence! You! Monsieur le douanier! Vous savez, Brad, c'est pas vraiment un membre d'équipage. Il est pas obligé de venir avec nous. Mais bon, plus tard dans la série, on va connaître ce que Bob garde en dedans de lui grâce à l'épisode 10 de la même saison, c'est-à-dire son mal de terre en devenir, ainsi que sa peur de perdre sa famille. Perte qui aura lieu, attention spoiler, dans le deuxième film. Mais quand même, comme beaucoup, j'aurais aimé voir les petites crottes sur le cœur de Bob. Bon, ça, c'est vraiment un petit détail, mais je dois quand même le dire. C'est parce qu'il en manque une partie. Il faut Oui, demander Brad, si- pouvez-vous m'apporter le rapport de sonde de l'autre système solaire, s'il vous plaît? Tout de suite, capitaine. Oh, capitaine, ça a vraiment fait du bien à Brad, hein, de sortir ses émotions refoulées. Oui, mais j'ai juste hâte qu'il change de toune. Ça s'appelle pas Casse-Noisette pour rien. Mais tu sais, Brad, Casse-Noisette, c'est un ballet qui dure 1h30. 1h30. Donc en 1h30, il y a comme d'autres chansons que celle-là. Genre ça, ou bien ça, ou alors celle-ci. Saison 3, épisode 3, La fièvre d'Ovegas. Pour être honnête, celle-ci m'a vraiment toujours dérangé. C'est le genre de choses qui me dérange. C'est pas grave, là. Aïe aïe! Vous avez réussi à photographier un extraterrestre? Et pas beau tout de suite, ça! Mais, Que Bob fasse la comparaison entre la face à Valence boutonneuse et un E.T., ok, ça c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais qu'il soit surpris de voir un E.T. en photo, alors que ça fait 2 saisons qu'il croise des E.T., parle avec des E.T.,
voit des E.T., invite des E.T. dans le vaisseau. Elle l'étudie, E.T. E.T. Ben c'est ça, c'est comme pas trop logique, hein? Le temps. Le temps. Pour certains, c'est de l'argent, mais c'est beaucoup plus que ça, le temps. Parce que le temps, c'est relatif. Monsieur le Président, laissez-nous une chance, OK? Regardez, je vais me téléfaxer sur notre vaisseau. Là, je vous rapporterai de quoi payer. Oui. Gardez Flavien en otage? Oui. Non, hein? OK. C'est un deal. Vous avez 15 minutes. Ici, c'est une incohérence très récurrente dans une galaxie près de chez vous, mais pas que, beaucoup dans la science-fiction. Le temps, l'espace-temps, la durée du temps ne peut pas être la même d'une planète à l'autre. Monsieur Vegas devrait avoir des minutes qui sont en lien direct avec la grosseur de la planète, la rotation sur l'axe de celle-ci et sa rotation autour de l'étoile auquel la planète est rattachée. Donc théoriquement, leurs minutes et les nôtres devraient être différentes. Mais bon, c'est le genre d'incohérence dont on peut s'en foutre, parce que les personnages dans la série s'en foutent carrément. Ça n'a pas d'incidence non plus sur le scénario, ni sur la série, ni sur les personnages en tant que tels. Donc finalement, souligner ce point-là, c'est juste rajouter une bonne grosse lourdeur à la série. Fait que voilà, on va fermer ma gueule. Ça c'est comme la langue parlée des E.T. dans les films ou bien dans les séries, c'est à 80% la même que la nôtre. Oh. Flavien dit ceci. Non, c'est juste que je l'aimais plus tellement, ce linge-là. Je trouvais que j'avais l'air plus gros dedans. Mais quand vous êtes pas dedans, vous avez l'air plus épais. Capitaine, j'ai fait ça pour sauver Brad. Si ça continue, je vais être obligé de jouer mes abdominales ou mon appendice. J'ai plus rien! Tu sais, à la base, là, pourquoi ils veulent sauver la vie de Brad? Ils passent le temps à vouloir sa mort, et là, ils ont le moyen de s'en débarrasser, mais non. Mais ils préfèrent s'endetter pour le sauver. Alors ça, je trouve ça très drôle ou très étrange de lâcheté. Je m'explique. Alors, Brad, nous allons maintenant vous passer le test de Westinghouse. Je vous montre une série de taches d'encre, puis vous me dites là, spontanément ce que vous voyez. Roi de trèfle. Valet de trèfle. Dame de trèfle. Bon, je pense qu'on va passer à autre chose. Comment? J'allais avoir une straight flush en royal. Brad? Le test des taches noires sur fond blanc est un classique des séances de psychologie au petit et au grand écran. Ça, c'est convenu, c'est un cliché que tout le monde accepte sans trop s'y attarder. Mais le nom du test, c'est Rorschach. C'est non pas Winston Head comme Valence dit. C'est Rorschach, comme le personnage de Watchmen. Never compromise. Not even in the face of Armageddon. Ici, on pourrait trouver une réponse plus ou moins logique et plus ou moins simple, mais ça me titille comme question. Tiens, quelle est cette curieuse machine? Ça, c'est... Ça, c'est le système d'autodestruction du vaisseau. Mais non, c'est un faux. Le micro-ondes n'a jamais été là. Même que je suis prêt à gager que le micro-ondes rentrait même pas sur la tablette, je suis pas mal sûr qu'ils ont dû défaire le décor par en arrière pour aller l'incruster. Puis en plus, on voit le fil. Bref, première et unique apparition du micro-ondes dans une galaxie près de chez vous. Parfois, à la télévision, il manque une petite touche de réalisme. Mais là, ici, c'est mini, c'est microscopique, c'est... Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous aviez pas le droit, j'avais gagné! Disparaissez, je m'en lave les mains! Adieu, espèce de mauvais perdant! Tout le monde à son poste! Bon, je sais pas trop comment vous dire ça, là, mais attention, le micro-ondes a jamais sonné. Il a pas sonné. Ouh là là. Saison 3, épisode 4, Morvé, c'est mourir un peu. Et pour bien starter cet épisode, mes amis, On vous écoute. En fait, c'est pas vraiment un livre que je vais résumer, là. Oui, excusez, il est où, le micro-ondes? C'est ça, il est pas là. Flavien a parfois des petites passes dépressives. C'est à force d'éternuer dessus, c'est... Flavien. Moi, j'ai lu un livre sur
sur la confiance en soi qui s'intitule Quand on veut, un autre peut. Ouh là 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 là, est-ce que Flavien serait en train de nous faire une petite rechute? Pourtant, Linda avait fait disparaître ce manque de confiance et cette faiblesse. Ça lui prendrait un autre petit coup de Linda, là, quand même. Oui! Nous sommes tous d'accord pour dire que Petit A, le Romano Fafard, est parti il y a 4 ans de la Terre et qu'il est maintenant très loin de celle-ci. Petit B, que Serge et Petrolia sont arrivés après leur départ de la Terre. Et Petit C, qu'avant il y avait un médecin dans le vaisseau et qui n'était pas médecin. Bon, voilà. Maintenant, ceci étant dit, voici ce qui me chicote. On n'a absolument aucune chance de... Trouvez, c'est dit! On vous a implanté dans le disque dur le cerveau d'un des plus grands médecins de l'humanité. Je m'attache qu'ils servent. Comment se fait-il que Serge a reçu une implantation d'informations dont la source est le cerveau d'un des plus grands médecins de l'humanité qu'il ne nomme pas, by the way? Est-ce qu'on peut savoir son nom à ce médecin-là? Alors qu'ils ne l'ont jamais fait avec Serge 1 lors des multiples fois où il a été réparé, pourquoi n'ont-ils pas implanté ces informations dans Gervais? C'était stocké où dans le vaisseau? C'est quoi, il y avait un cerveau de génie dans le formol au cas où? Bref, plein de questionnements sur le transfert de données et qui me rappelle étrangement le film Johnny Mnemonic que je vous recommande chaudement et qui se passe en 2021. L'incohérence en chef de cet épisode, la voici. Et il fallait que tu t'attendes à perdre un de tes membres d'équipage à un moment donné. Notre mission est dangereuse. Je sais que les gens ont tendance à les oublier, mais Mirabella et Falbo ont bel et bien été perdus par l'équipage. Mais bon, grâce au capitaine Bibo, on le sait, ils ne sont pas morts, mais ils ont quand même été abandonnés, laissés derrière. Pour le bien de la mission, oui, mais quand même, ils sont perdus dans l'espace. Et ça, eh bien, j'appelle ça perdre des membres d'équipage. Voilà. Saison 3, épisode 5, Au-delà du réal. Je sais que le marché immobilier est très difficile à prévoir et que, bon, ça fluctue et il y a des vagues et ça monte et ça descend, oui, bon, ok. Mais, il y a quand même des limites. Ouais. Je me demande si c'est opportun d'appeler. Mais, capitaine, c'est le destin qui a mis cette pancarte sur notre chemin. Vous rendez-vous compte? On peut acheter une planète. Tous nos problèmes sont réglés. La mission se termine et je suis enfin débarrassé de votre présence. Allez, capitaine, appelez! Capitaine, on n'a même pas les moyens d'acheter un bloc appartement, gang. On peut pas acheter une planète. Bon, je sais pas exactement comment peut coûter un bloc appartement en 2038, mais si on prend comme base le salaire annuel de Bob qui s'approche de 99 356 000 à lui seul, eh bien oui, je crois qu'ils ont assez d'argent pour s'acheter un bloc appartement à la gang. Voici une incohérence qui est à la fois une référence, oui, ça existe. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Avant, je m'ai checké avec l'opératrice dans quelle région de la galaxie se trouve la sidérale, là. Après ça, on pourrait peut-être parler avec ce Real Estate. Et oui, vous avez bien vu, le capitaine sort un cellulaire flip qui non seulement est totalement désuet pour 2038, mais en plus c'est un téléphone cellulaire, dans l'espace, sans réseau. Donc, s'il n'y a pas de réseau, où veux-tu appeler sans réseau? Ah, la fameuse récupération, c'est effectivement une des bases dans une galaxie près de chez vous, mais comme on a déjà vu, recycler parfois, ça fait une petite incohérence. Voilà, procédez tout de suite à l'analyse de cette plante. Je suis sûr que c'est ce qui a donné à Bob cette grosse face de pute. Je voulais dire cette belle petite face de pute toute cute. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, donc, rien de spécial, tout Non, bien. laissez-moi voir l'indice de radioactivité. Mais pas vraiment problème, ça va super bien. Quelle horreur. Le sous-sol de la planète Eden est 10 fois plus radioactif que Tchernobyl. Alors ici, on peut voir que Brad utilise le détecteur intra-organique d'objets étrangers à Petrolia que l'on peut voir dans l'épisode 22 de la saison 2, le rejet. Mais ici, Brad l'utilise pour analyser les composantes de la plante, ce qui est totalement différent de son but premier. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde, il y a toujours une infime chance pour que Petrolia ait transformé son détecteur biologique en analyseur biologique. Mais non. Saison 3, épisode 6, la guerre des sexes. Bon, alors, c'est le retour du chipotage sur ce coup-ci, je vous le dis, je chipote. Oh!
Oh, la belle jointure nue. Mon petit biquet. Une bague ne se porte pas à la jointure, mais bel et bien sur les phalanges proximales. Voilà, c'est tout. Ici, j'adore parce qu'on peut voir un merveilleux cliché de cinéma de guerre. Oui. Il y a quelque chose de dur sous ma main. Hein? C'est une mine! J'ai mis la main sur une mine! Bouge pas, Bob! Ah! Bouge pas! Bouge pas! OK, laisse ta main dessus! Oui, laisse ta main dessus! Ces mines-là explosent si t'enlèves la pression! Je ne suis pas sûr à 100% car je ne suis pas dans l'armée et je ne suis pas un expert en explosifs ni en armes, mais une chose que je sais par contre, c'est qu'une fois que tu as mis le pied ou une main sur une mine, eh bien c'est trop tard. Si tu mets de la pression sur le détonateur, ça pète. Donc, mon petit Bob, malheureusement, c'est ici que la mission devrait se terminer pour toi. Est-ce que vous voulez voir une merveilleuse fausse bonne idée? Non! On va la désamorcer dans le vaisseau. Non! Wow, t'as dit quoi là, Flavien? On parle de désamorcer une mine antipersonnelle. C'est-tu moi ou c'est une très mauvaise idée? Et puis bon, sans vouloir paraître prétentieux, manipuler des objets explosifs à l'intérieur d'un vaisseau spatial, c'est peut-être pas la meilleure idée. Petite incohérence historique. Oui, monsieur. Vous devez avoir de très bons arguments pour me répondre aussi calmement. Oh, bien sûr. Ah, un œil tout nu. On peut voir ici Valence mettre comme ustensile des pailles en plastique. Et bien, étant donné la vague anti-plastique que nous sommes en train de vivre depuis quelques années, ainsi que le combat que nous faisons aux pailles, il va sans dire qu'il me semble assez quasiment impossible que le Romano Fafard, qui a décollé en 2034, soit équipé de pailles en plastique. Et non, il devrait pas en avoir. Oh, celle-ci, c'est quand même très technique comme raisonnement, mais fallait quand même que je vous en parle. Alors, hein, on a ici Crapin et Grusette. Mangez, hein, se coucher. Bon. Les extraterrestres que sont Crapin et Grusette, car oui, ils sont extraterrestres, sont visiblement pas trop tentés par la lasagne, ce qui est compréhensible car c'est pas leur nourriture, de leur planète, leur recette, avec leurs ingrédients. Est-ce que vous voyez où est-ce que je m'en vais, là? Ouais, un peu. Toute cette scène, donc, me semble complètement illogique, hein? Inviter des gens qui peuvent être mortellement allergiques à de nouveaux légumes, à de la viande, aux pâtes alimentaires, ou peut-être même qu'ils ne sont pas faits pour digérer ce genre de choses, hein? Comprenez-vous ma logique? Ouais, je sais, je suis craqué, mais quand même. J'adore les émissions de fin abruptes avec un retournement de situation intense. Mais ici, il y a un bémol. Tu pisses dans la douche! Mais t'es bien cochon! Mais que ça peut bien le faire! On n'est pas tous peu propres comme madame qui lave ses papiers mouchoirs après les avoir utilisés. Quoi? C'est même pas vrai! Oh, ben ça, c'est sûr qu'à côté de quelqu'un qui se coupe les ongles d'orteil au déjeuner, n'importe qui a l'air propre! Moi, je fais... Nous autres, on va y aller, hein? Non, faut pas les prendre au sérieux, là. Il agissent comme des affaires, ils niaisent, là. Oui, mais c'est parce qu'on est parqué en double, alors... Mais finalement, pour l'invitation à venir vivre sur notre planète, là, oubliez donc ça. Oui, Attendez! Bon, oui, hein, je veux bien que vous partiez, aucun problème, mais le téléfax est derrière vous. Et non, mais derrière vous. Ouais, c'est parce que je sais pas où vous allez, là, le téléfax est derrière vous. Ah oui, c'est vrai, le téléfax des marchandises. Saison 3, épisode 7, la créature. Ici, vous la prenez comme vous voulez, soit une incohérence, soit une référence. Moi, je l'ai mis dans les incohérences, voilà. Oh. Bonjour, rapportez-vous des plantes, boutures, fleurs, racines, tourbes, plates-bandes, oiseaux exotiques, alcool, cigarettes. Avez-vous l'intention de visiter une ferme dans les 14 prochains jours? Et cette référence donc aux douanes est aussi une incohérence via la réponse du capitaine, car je vous rappelle qu'il y a une ferme dans le Romano Fafard, avec des vaches, des poules, leurs légumes, dans les serres, chose que l'on apprend dans la saison 4, épisode 12, la fin de la fin. Dites-moi que c'est une joke. Il y a rien d'autre à manger dans tout le vaisseau que ça. Le garde-manger est vide. Les serres ne produisent plus parce qu'on a surexploité la terre. Il n'y a plus de poules. Et on a mangé notre dernière vache il y a un mois. Mireille. Donc, oui, mon cher capitaine, il est fort probable que vous visitiez une ferme dans les 14 prochains jours. Et vous pouvez vous retenir aussi d'y aller, là.
Oh oui, alors maintenant, ici c'est un point que je veux traiter depuis le tout début que je fais ces vidéos. Mais maintenant, on peut... ça fit. Quand ta pétrole... Excusez, j'essaie de comprendre comment ça marche. Quant à Pétrulia et Brad, vous inspecterez le centre de santé, la cabine de repos, ainsi que le salon de billard, la bibliothèque, le sauna, le jacuzzi et le local de jeux vidéo. Quant à moi, je resterai à la salle de commandement. Et si le monstre ose se montrer le bout d'une tête, il va rencontrer son pire cauchemar. On le sait tous, le Romano Fafard a un petit problème. Il est plus grand en dedans que la carlingue elle-même. Donc le vaisseau est trop petit pour être aussi grand en dedans. On me suit? Mais j'ai une belle petite théorie à vous partager. On a tous remarqué que la salle de commandement ainsi que le poste de défense sont séparés du vaisseau par un long corridor et que proportionnellement, avec la grosseur du canon ainsi que des vitres, on est capable de dire que ces deux pièces sont de la grandeur normale pour un être humain, en comparaison aux autres pièces qui sont situées dans la canisse arrière. Voici donc ma théorie. L'incompréhensible se passe donc dans ce couloir où je crois y est installé un rétrécisseur, grossisseur de personnes, un peu comme dans Chérie, j'ai rétréci les enfants. Donc, à chaque fois que les membres de l'équipage passent de la salle de commandement au reste du vaisseau, ils se font rétrécir. Et vice-versa. Crée le fait qu'il y ait plus de place pour une multitude de salles polyvalentes. Puis en plus, ben, dans le premier film, le corridor, on le voit, il est vraiment à part, et il y a comme des strates blanches là, qui vont et viennent. Hein? Un rétrécisseur. Bref, c'est ma théorie, et c'est la seule explication qui m'apparaît logique pour expliquer tout ceci. Je sais ici que cette incohérence est reliée à une référence, mais je devais quand même en parler dans les incohérences, ça arrive. Bon, hein. Donc, au risque de le rappeler, si une carlingue d'un vaisseau spatial se fait transpercer par un projectile, il va en résulter une chute de pression qui va provoquer l'expulsion rapide et soudaine de tout ce qui est à l'intérieur du vaisseau vers l'extérieur. Ce qui, disons-le, nuit gravement à la chance de survie. Donc pourquoi apporter un fusil? Ben en fait, historiquement, les premiers astronautes russes avaient bel et bien une arme avec eux, parce que si leur capsule atterrissait dans une région sauvage, eh bien, ils pouvaient quand même se défendre. C'est sûr qu'avoir un fusil pour affronter un grizzly sibérien, c'est assez pratique, là, mais là, quand même, dans le vaisseau, ils ont assez d'armes, là. Quoi? Man, sérieux, relax, là, c'est une joke de props, relax. Saison 3, épisode 8, le Yob. Il fallait en parler, fait que je dois en parler. Mais on le sait tous que c'est une comédie, que c'est absurde. Mais il fallait qu'en parler, parce que, bon... Nous sommes dans le but. M'en coûte. Ouais, moi aussi. Ramasser les buts. Non, laissez faire ça, capitaine. Non. Merci, Flavien. Voulez-vous bien me dire pourquoi ils ont une corde de bois dans le Romano Fafard? C'est quoi cette équipe d'équipement de merde? À moins que les moteurs fonctionnent au bois de chauffage. Mais en fait, théoriquement, c'est au jus de canneberge. Ça, c'est une autre histoire. La série a été écrite dans la fin des années 90 et, jamais on aurait cru dans ce temps-là que la stupidité humaine soit si allègrement encouragée. Capitaine, Hein? regardez ce qu'il y avait sur le front de la vieille. C'est un petit peu proche, là, juste un petit peu... Mais qu'est-ce que c'est que ce N? Je sais ce que c'est. Hein? C'est le cycle d'une vieille équipe de hockey. Ben dans le temps qu'il faisait encore assez froid sur Terre pour jouer, là. Les Devils du New Jersey. Je sais que la planète doit avoir une moyenne de 45 degrés à l'année pour les humains dans les années 2030 selon la diégèse de la série, mais en 2005, Ski Dubai a ouvert ses portes donnant l'occasion aux gens inconscients de skier dans un des pays les plus chauds de la planète. Ski Dubai. Petite anecdote plus ou moins intéressante, pour faire descendre la température de 43 degrés à moins 2 degrés, ça a pris un mois. Bonjour écologie! Bref, tout ça pour dire que je suis pas mal sûr qu'on va pouvoir encore jouer au hockey, même si ça serait pas trop à propos. On le sait, si tu t'en vas dans un voyage intersidéral, eh bien, il te faut être bien équipé. Bien équipé. Il y a quand même des limites. Je l'ai! Bon, ça date de 800 ans, mais le truc doit être encore bon. Je comprends pas trop le trip d'apporter des livres visiblement centenaires traitant de parapsychologie et de phénomènes inexpliqués.
peut-être un petit peu trop too much. Comme les paires de ski, les écrevisses, les 30 000 assiettes, les cordes de bungee, bref, j'en passe. Ici, on va s'amuser avec une de mes théories. On mélange deux diégèses, celle de la série et celle du deuxième film. Il fallait que j'en parle. Après avoir pris sa retraite, le diable a trouvé une planète où se reposer et où prendre le pouvoir. Ensuite, effectivement, les membres de l'équipage ainsi que le diable ne se reconnaissent pas mutuellement. Oui, c'est une théorie de marde, mais je la garde pareil. Chers de guise, nous allons tous nous entendre là-dessus. Le bureau de Valence est situé où? Voilà, dans le centre de santé. Donc vous, tout le monde vous haït. Puis ça, vous commencez à être tanné de tout ça, hein, je le sens. Je suis bien tanné. Alors, voulez-vous bien me dire qu'est-ce que Valence fait à faire une séance de thérapie dans le dortoir de l'équipage? Hein? Pourquoi t'es là? Va-t'en dans ton bureau? Pourquoi t'es là? Hein? Au pire, il y a des lits là, dans le centre de santé. Hein? Saison 3, épisode 9. Croûte que croûte. Ici, c'est plus une réponse à une incohérence qu'une incohérence elle-même. On s'est tous déjà posé la question à quoi peut bien servir le cash qu'ils reçoivent dans l'épisode La misère des riches, la saison 2, épisode 24. Ah, ok. Oui. Je vais peut-être pouvoir me retenir un petit peu. Je vais me retenir, pas pire. Ah, je vais me retenir de quoi? Je me rappelle même plus finalement. Puis ça sert à fournir Brad, en fait, qui a un peu le syndrome de Picsou. Picsou! Étant donné que j'ai pas trouvé beaucoup d'incohérences dans cet épisode, eh bien je vous mets une petite erreur gardée à l'écran. La tuque de Bob, qui soit dit en passant n'est pas sur sa tête de tout l'épisode et c'est la seule fois, oui c'est normal, il y a une tranche de pain dans le front. La tuque donc est accrochée à la ceinture de Bob, mais tombe par inadvertance à terre ici. Plafond est beau, l'air est beau, plancher est beau, bibi. Plafond est beau, l'air... Pauvre Bob, il va chercher sa tuque. Nous sommes tous au courant. Une fois que Petrolia est enfermé dans la cabine de pilotage avec la toast, Flavien part mettre son équipement de goaler. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour empêcher la rôtie de frapper les hublots. J'y vais, capitaine. Mais attendez-moi, j'ai une idée. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais joué au hockey, mais une chose est sûre, c'est que ça prend au minimum un bon gros 5 minutes pour tout mettre l'équipement. Donc pendant tout ce temps-là, la toast revole un peu partout dans la salle de commandement, mais il n'y a rien qui a été accroché sur les tables, aucun vase, aucune assiette, aucune table de renversée, aucun hublot de pété, aucune console de commande endommagée, à rien pantoute. Oh, que ça pète la magie quand tu remarques ça pareil, hein? Saison 3, épisode 10, le mal de terre. Plusieurs pensent que la mouche est une incohérence dans l'épisode. Que disent les résultats de ces tests, Serge II? Pas un burn-out, toujours? Eh bien, il semble que Bob a... Je ne sais pas vraiment si la présence d'une mouche se peut dans un vaisseau spatial, mais je dois vous rappeler que le Romano Fafard contient des humains qui produisent des déchets de table, et une fois mis dans la fosse à déchets, eh bien la décomposition de ceux-ci peuvent former certaines mouches, comme des mouches à fruits par exemple, comme c'est souligné dans la saison 2, épisode 19, le test. Oh non! Ça doit être une abeille cireuse qui s'est faufilée dans le vaisseau! Au secours! Je suis là, quelqu'un! Calmez-vous, Brad. C'est juste une mouche qui doit venir de la fosse à déchets. Bon, est-ce que ça marche aussi comme ça dans l'espace? Elle sait pas. Elle savait. Non, elle sait pas. Ici, on va parler d'une incohérence logistique ainsi qu'un petit indice sur les origines de Flavien. Pas se fier à son diagnostic pour l'instant, mais Bob a définitivement quelque chose qui le dérange. Ouais. Que faire? La force, la douceur. Que ferait James K. Field dans ma situation? D'après moi, capitaine, on serait peut-être mieux d'essayer de l'encourager un peu à place. Ouais, vous avez sans doute raison, Flavien. Bon, pour vous, je sais pas, mais moi, personnellement, si un jour une personne me parle directement dans ma tête par la pensée, ça se pourrait que je me pose de grosses questions là, sur ses origines. Mais pas le capitaine, non. Lui, il laisse couler. C'est normal.
Celle-ci est tirée par les cheveux, mais je la mets quand même. Oh, là, je pense que votre machine est 5 secondes en avance. Bravo, Einstein! Bonne blague, grand nez. Ça vous fait un point en commun, hein? Vous, c'est votre grand nez qui est 5 secondes en avance sur votre face. Bravo, vous puez décoller. Vous êtes fini, Serge. Je vais vous faire radier de l'ordre des médecins. Brad. Comment veux-tu que Serge soit dans l'ordre des médecins alors qu'il n'a jamais suivi le cursus, qu'il n'a jamais mis les pieds sur terre et que la communication avec celle-ci est impossible? Hein? Ça marche comment? Il a envoyé un fax? Ben, malgré qu'encore aujourd'hui ça fonctionne, donc... Saison 3, épisode 11, Deux frères. Vous le savez, il y a des détails qui me titillent. Il y a des tout petits détails, là, des fois, qui me titillent. Celle-là, il me titille. Il va falloir les trouver par nous-mêmes, ces pièces. En voilà une. Je me rappelle de cette lettre-là. Ma mère me l'a donnée le jour du départ. J'ai oublié de l'ouvrir. Ah, je vais l'ouvrir. Alors toi, tu es choisi pour partir à la conquête d'une nouvelle planète afin de sauver l'humanité et tu ne reviendras probablement jamais sur Terre et tu vas peut-être même mourir lors de ta mission. Alors ta mère, fière et aimante, te donne une lettre de départ lors de votre dernier échange et toi, ça te prend 3 ans pour l'ouvrir. What the fuck, man? Saison 3, épisode 12, le retour du Jedi. Pour celle-ci, c'est plus de l'incompréhension de personnages qu'une incohérence, mais je trouve que ça fit quand même. J'ai toujours trouvé Flavien intelligent, un peu naïf certes, mais intelligent, et ce malgré le fait que dans la première saison et avant l'arrivée de Linda, ce personnage semblait moins vif d'esprit. Bref, ce que je ne comprends pas est ceci. Le Jedi est un mage au pouvoir exceptionnel possédant une force de l'esprit hors de l'ordinaire et une haleine de camion de vidange. Si on se fie aux critères de la laine, ça veut dire que c'est Bob? Mais non, un Jedi, c'est surtout quelqu'un qui a une très grande force de l'esprit. Ça élimine donc Bob et Flavien. Bref, pourquoi Brad souligne l'imbécilité de Flavien alors qu'il n'en est rien? Hein? Une autre incohérence logistique. Dans cet épisode, donc, on apprend que Bob est un Jedi. Certes, un Jedi un peu différent des autres, mais un Jedi pareil. Alors pourquoi, de tout le reste de la série, on n'en entend plus jamais parler? Oui, bon, effectivement, il a son pouvoir de rêve prémonitoire, mais sinon, le fait que Bob soit un Jedi semble passer 5000 pieds au-dessus de la tête de tous les autres personnages, et ce pour le restant de la série. Hein? Encore une fois, Flavien qui est le héros de l'histoire car il est extraterrestre. Mais Bob, je vous le rappelle, c'est un Jedi, pas en plus, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Gaétan. Gaétan le Jedi. Encore une fois, Bob passe après Flavien. Visiblement, le bien, le mal, c'est... On voit bien ici que le sabre du Jedi qui adoube Flavien est rouge. Et presque tout le monde le sait, si ton sabre laser est rouge, tu es un Sith. Alors pourquoi Flavien s'imagine-t-il être adoubé par un Sith? Histoire louche que tout ceci, oh oui. Saison 3, épisode 13, la Genèse. Jouer sur le passé des personnages peut être très particulier ainsi que très touché, hein? Ça amène parfois un petit lot d'incohérence. Je dois donc souligner ici l'absence de Falbo et de Mirabella qui eux aussi auraient dû être de cet épisode. Aucune mention de ces deux personnages n'est faite, pas le moindre clin d'œil, alors qu'entre deux répliques il aurait été très possible de plugger une phrase comme celle-ci, ouais ben une chance que j'ai passé des auditions pour le poste de mercenaire et de médecin, hier, oulala. Bref, comme la plupart de tous les doggies, je me suis posé la question, pourquoi garder le silence sur ces deux personnages disparus? Les props, éléments indispensables dans une série ou dans un film, mais parfois ça peut trahir l'âge de la série. Ouais. Ah oui? Eh bien, moi aussi, en fouillant comme il faut la cabine 8D, je m'en suis trouvé des qualités particulières. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites pas l'innocent! C'est ce que vous chargez, vous et votre complice! En échange d'une place à bord du vaisseau, j'ai trouvé dans la valise de Monsieur Spitfire ces deux enveloppes à vos noms. Et pour les plus fins limiers, oui, on peut effectivement percevoir de vieux billets de 20$ accompagnés de répliques en papier. Et depuis ce temps-là, mes chers amis, les billets de 20$ ont changé 2 fois de design. Oh oh, ici oui mes amis,
un petit cadeau, on a le droit à un faux raccord. Et c'est quand même rare dans cette série, donc je vous l'offre avec plaisir. Vous avez bien fait ça, Flavien. Oui, ben, votre plan était clair, capitaine. Merci, Flavien. Joyeux Noël. Merci, champion. Une chanson! Oui. Mon beau sapin, mon beau sapin, mon beau sapin, mon beau sapin. Remarquez bien la veste du capitaine ici, et remarquez bien la veste du capitaine quelques secondes après là. Oh que oui, double zip. Bref, avec toute cette histoire de règlement, il ne faut pas oublier une chose. L'article 147 m'oblige à démissionner. Mais l'article 208 interdit à toute personne ayant violé un règlement de devenir capitaine. Et comme vous, Brad, avez violé l'article 114, qui interdit d'offrir toute somme d'argent dans le but d'obtenir des faveurs personnelles. Mais les articles 413, 617B et 857... C'est que le capitaine savait depuis le tout début de la mission que Brad ne pourrait jamais prendre sa place en tant que capitaine, étant donné la corruption utilisée pour obtenir son poste. Donc, théoriquement, chaque fois que Brad passait proche d'être capitaine, eh bien, il aurait juste jamais pu. Et oui, malheureusement, mes amis, c'est déjà tout pour cette nouvelle vidéo qui traite effectivement des incohérences de la saison 3 de Dans une galaxie près de chez vous, et j'espère que celle-ci vous a plu. Vous pouvez donc l'indiquer grâce au fameux pouce bleu et vous pouvez effectivement vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et sur Instagram et si vous le pouvez, si vous le désirez, il existe bel et bien un Utip ainsi qu'un Patreon. Et si le cœur vous en dit, un petit partage de cette vidéo serait excessivement apprécié. Je vous remercie encore une fois pour votre visionnement et on se donne rendez-vous assez bientôt, oui, pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Bref, avec toute cette histoire de rire...